que la journée était longue, donc je vais essayer d'être le plus concis, le plus précis possible. Je vais vous parler un peu de mon projet de recherche. Je suis en 2e année de doctorat, sous la direction d'André Tricot et de Pierre Tchounikine, qui est professeur d'informatique à Grenoble. Je travaille dans le domaine de la psychologie de l'éducation, et notamment de la psychologie des apprentissages scolaires. Et on essaye à travers une entrée, parce que c'est ma formation de la psychologie cognitive, de comprendre les mécanismes sous-jacents à l'apprentissage pour essayer de mieux le comprendre et de l'améliorer. Le projet de thèse s'appelle, c'est une variante, mais comment améliorer l'apprentissage et le transfert de la pensée informatique. Et donc je vais essayer de commencer par vous définir un peu le cadre théorique, les concepts principaux, vous présenter un peu le design expérimental de la thèse, et ensuite de vous présenter les résultats d'études pilotes qu'on a lancées l'année dernière. Je pense que ça sera déjà pas mal pour la fin. Cette thèse, elle fait partie en fait d'un projet qui est financé par l'ANR et le Fonds national suisse, et qui est du coup un projet sur 4 ans, de 2022 à 2026, et qui est en collaboration avec Montpellier, Grenoble et Genève. Et en fait, c'est le projet Astrapi pour apprentissage et transfert de la pensée informatique. Donc, premièrement, il faut définir un peu ce qu'est la pensée informatique. C'est un peu un domaine un petit peu nébuleux, mais qui est censé représenter tout un ensemble de compétences, comme savoir abstraire, savoir décomposer, savoir reconnaître des patterns et savoir raisonner un peu par algorithmie. Et en fait, c'est un terme qui a été introduit par Janet Wing en 2006, donc ça a une quinzaine d'années. Et ça a été en fait identifié comme extrêmement important pour la programmation, mais pas que, pour aussi la résolution de problèmes en général. Et donc en fait, c'est tout cet ensemble de compétences est vraiment perçu comme extrêmement important pour la résolution de problèmes. Et la résolution de problèmes, comme Karl Popper le disait, all life is problem solving, donc toute la vie c'est de la résolution de problèmes. Et c'est pour ça qu'à l'école, on fait énormément de résolution de problèmes. Et en fait, donc, ça a été une compétence qui est identifiée comme extrêmement importante dans le XXIe siècle, dans lequel en fait l'ordinateur va prendre de plus en plus de place, et donc les compétences numériques comme la programmation, elles aussi. Et du coup, on s'interroge aussi de savoir est-ce que ça peut être une compétence générale, une compétence du coup qui a une portée et un rayonnement pluriel. Et donc si on se pose cette question-là, ça soulève la question du transfert de connaissances qui est extrêmement important dans l'éducation. Et en fait, ça peut être défini comme réussir à appliquer ce que j'ai appris dans un contexte différent. Est-ce que ce que j'ai appris, je peux l'appliquer dans un domaine différent, dans une discipline scolaire différente? Est-ce que je peux l'appliquer en dehors de l'école? Donc ça, c'est vraiment une question qui est très importante. Et du coup, le questionnement un petit peu de la thèse, c'est de savoir est-ce que je peux aider l'élève à transférer ce qu'il a appris grâce au type d'enseignement que je vais lui fournir? Est-ce que la pédagogie enseignée peut aider à mieux transférer les connaissances? Donc nous on fait de la résolution de problèmes, voilà, c'est un peu pour le cadre théorique, et du coup on va essayer de leur apprendre à résoudre ce type de problème-là. Donc par exemple, il y a 3 copains, Chris, Hakim et Georges vont dormir dans la même chambre où se trouve un lit superposé à 3 étages. Malheureusement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour choisir dans quel lit chacun d'eux va dormir. Ils décident alors d'écrire les différentes répartitions possibles sur des morceaux de papier et d'en tirer une au hasard. Donc, quelle répartition les 3 copains devraient-ils écrire sur les bouts de papier avant de faire leur tirage au sort? Le but, c'est de trouver toutes les combinaisons possibles. Donc ça, c'est quand même apparenté à tout le raisonnement algorithmique, construire des algorithmes un peu pour essayer de comprendre ce problème. Et on va essayer d'enseigner du coup ce problème-là à des CM2 selon 3 scénarios différents, qui est du coup la résolution de problèmes, les problèmes résolus et les problèmes résolus plus analogie. Et je vais vous expliquer un peu d'où viennent ces conditions. Ça me donne un peu l'occasion de parler de la théorie de la charge cognitive, je pense qu'André est très content. Donc je vais un peu vous expliquer ce qu'est la théorie de la charge cognitive. C'est une théorie propre aux apprentissages scolaires et qu'en fait une théorie qui se base sur notre architecture cognitive et qui va notamment stipuler et montrer les limites de notre mémoire de travail, d'autant plus quand on est un novice et qu'on est à l'école et qu'on doit apprendre plein d'informations. En fait, on est souvent submergé par les informations et du coup, on va alourdir la charge cognitive. Et l'objectif de cette théorie, c'est de mettre en place des effets pour essayer d'alléger cette charge cognitive. Parce qu'on sait que la charge cognitive, elle est délétère pour l'apprentissage, d'accord? Donc il y a pas mal d'effets qui sont mis en perspective pour essayer de réduire cette charge cognitive. Et un des plus connus, c'est ce qu'on appelle le Worked Example Effect, l'effet des problèmes résolus. Dans le sens, en fait, on va présenter un problème avec déjà la solution, avec déjà la méthode pour trouver la solution. Et on sait que c'est extrêmement corroboré dans la littérature, que c'est un effet qui améliore la performance des élèves. Et donc, quand on montre des problèmes résolus, les participants sont plus performants que quand on leur donne
à résoudre des problèmes. Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet effet-là, il peut aussi améliorer le transfert des apprentissages? Est-ce que le fait de réduire la charge cognitive des élèves peut permettre juste de mieux transférer aussi? Donc maintenant, je vais un peu détailler mes 3 conditions d'enseignement. Donc en fait, dans la première, c'est la condition contrôle dans laquelle en fait, on va juste donner le problème à résoudre à l'élève. Et c'est exactement ce qui est fait dans la majorité des classes aujourd'hui. C'est un peu la condition contrôle, c'est une condition quand même contrôle active. Les participants ils doivent quand même se mettre dans une démarche active pour résoudre le problème. Donc voilà, première condition, condition contrôle, la résolution de problème. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle du coup la condition problème résolu. Et là, comme on voit sur l'écran, il y a l'énoncé du problème et il y a toute la méthode pour trouver la solution. Donc là, j'ai montré des flèches un peu pour... voilà, en haut, on a la méthode et en bleu, ce sont toutes les solutions. D'accord. Donc dans cette condition, l'élève va juste étudier le problème résolu. D'accord. Il ne va pas résoudre le problème, il va juste étudier. Et dans la dernière condition, en fait, là, on a pas mal de théories qui montrent aussi que raisonner par analogie, ça permet d'abstraire nos connaissances et encore d'améliorer le transfert des apprentissages. Et donc on se demande si on arrive à comparer analogiquement 2 problèmes en montrant les différences et les similarités. Comme on voit à gauche, il y a 2 problèmes. Est-ce qu'on peut aider l'élève encore à mieux transférer ces connaissances-là? D'accord? Donc voilà un petit peu le déroulement de l'expérience. Ça se passe souvent comme ça. On fait un pré-test. Ensuite, on répartit les élèves aléatoirement dans une des 3 conditions. Et on post-teste sur d'autres problèmes pour voir comment ils s'en sortent. Okay. Donc sur l'intervention, on a dans la condition problème à résoudre, ils doivent résoudre un problème. Problème résolu lors d'un problème à étudier. Problème résolu plus analogie, ils comparent un problème entre eux. Okay. Et du coup, le post-test, on va leur faire résoudre des problèmes sur des problèmes qui sont soit similaires à ce qu'ils ont vu pendant l'intervention, soit un petit peu différents. Voilà un peu pour du coup l'ossature principale de ce projet de thèse. Et maintenant, j'aimerais juste vous montrer à titre indicatif les résultats qu'on a eus l'année dernière dans notre étude pilote. Voilà, qu'il faut prendre avec précaution, mais j'aime juste vous les montrer parce que ça image et illustre un peu tout le propos. Donc sur le pattern de gauche, on a le post-test sur des problèmes qui étaient assez similaires à ce qu'ils avaient vu durant l'intervention. Et on peut voir que la condition des problèmes résolus au milieu est plus performante que les 2 conditions. Et qu'on retrouve la même chose pour les problèmes qui étaient différents, donc des problèmes qui étaient assez différents de ce qu'ils avaient vu durant l'intervention. Donc ça montre et ça corrobore un peu l'effet que les problèmes résolus peuvent aider et améliorer le transfert. Et ça quand même, ça un peu pose la question de notre 3e condition expérimentale qui était problème résolu plus analogie, semble être peut-être trop coûteuse cognitivement pour cette tranche d'âge parce que c'est des CM2. Et du coup, on n'a pas vraiment de différence avec la condition contrôle qui était de résoudre des problèmes. Bien sûr, l'objectif de cette thèse, c'est d'apporter une meilleure compréhension de ce qu'est le transfert de connaissances, parce que c'est extrêmement important, parce que l'école en fait se repose exclusivement presque sur ça. Si j'apprends des connaissances qu'on appelle des connaissances inertes, qui ne sont pas dynamiques, que je ne peux pas réutiliser, ça n'a aucun sens. Et donc l'objectif, c'est d'aider l'élève, à travers une pédagogie, d'avoir ce qu'on appelle en anglais meaningful knowledge, et de l'aider en fait à pouvoir réutiliser ce qu'il a appris. Et bien sûr, voilà, c'est pour the well-being of the student. Merci beaucoup.